Merci à vous. Et donc, effectivement, Agnès Pannier-Runacher, qui, vous le savez, avait un agenda un peu chargé ce matin, puisqu'il y avait le Conseil des ministres et la présentation du programme de loi de finances. Elle nous rejoint à 15h30, elle nous rejoindra et ça sera l'occasion de l'associer à nos échanges. Avant de débuter et de rentrer dans le vif du débat, je vous propose de découvrir le message qu'a tenu à vous adresser Vasco Alves Cordero, c'est le président du Comité européen des régions. On l'écoute. Chère présidente des régions de France, Carole Delga, cher président de la région de Bretagne, Lloyd Chesnay-Girard, chers élus des différentes régions et territoires français, je vous remercie pour l'opportunité de m'adresser à vous dans le cadre de votre congrès sur le thème important de la conciliation du développement de nos territoires avec la préservation de notre planète. Celle-ci est essentielle pour assurer un avenir durable de nos concitoyens et renforcer la résilience de nos régions. Elles sont de plus en plus confrontées aux conséquences des inondations, des canicules et des feux, comme ceux qui ont frappé à nouveau l'Europe et la France ce été. Pour cela, il est fondamental que les États membres respectent les engagements qu'ils ont pris lorsqu'ils ont approuvé le Pacte vert européen et la stratégie de la ferme à la table. Mais il est aussi fondamental de renforcer l'appui technique fourni aux villes et aux régions, en premier lieu où les transitions vertes et digitales doivent avoir lieu. Aucun territoire ne doit être laissé seul et nous devons trouver les meilleures solutions ensemble. Nous devons encourager une utilisation rationnelle des ressources naturelles en évitant leur surexploitation. La sécurité alimentaire doit aussi rester notre priorité. Lloyd Chesnay-Girard, notre rapporteur sur la certification carbone, a par exemple demandé que les régions soient associées à la gouvernance de cette certification pour accompagner le développement des projets adaptés aux besoins locaux et cohérents avec les stratégies agricoles et rurales locales. De plus, il faut promouvoir les labellisations des paysages agricoles européens au patrimoine mondial pour améliorer la durabilité économique et sociale des zones rurales, tout en préservant les espaces naturels. Beaucoup de bonnes solutions existent, mais ceux qui connaissent ce qui est adapté et réalisable dans leur terrain, ce sont nos régions, ce sont nos villes et nos élus locaux en Europe, comme vous. Au nom du Comité européen des régions, je vous souhaite un excellent congrès et des échanges enrichissants. Voilà, c'était le message de Vasco Alves Cordero. On peut l'applaudir, effectivement. Pour débuter cette séquence, on va parler effectivement de manière très spontanée et surtout très précise et très concrète de ces enjeux d'articulation parfois compliqués entre les développements des territoires, les préservations des ressources naturelles. Et vous avez pris le micro, Emma Aziza, vous avez raison, parce que j'ai envie qu'on commence peut-être à planter le décor avec vous sur ces questions de l'eau, mais évidemment pas que. En préparant cet échange, vous m'expliquiez que le cycle de l'eau nous raconte, je vous cite, un nouveau récit de la France. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Eh bien, lorsque l'on regarde, ne serait-ce que actuellement, les températures que l'on peut avoir en France, puisqu'on a eu le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré dans l'histoire de France, mais notamment le mois de septembre le plus chaud enregistré dans l'histoire du monde. Donc on voit bien qu'il y a là quelque chose qui est en train de se passer. Quand on pense qu'à l'échelle mondiale, on est sur le 97e jour de record historique de température, qui est absolument inédit. Donc ça fait 3 mois qu'on est dans quelque chose de nouveau. Et à la fois, quand on regarde l'été qu'on vient de passer, eh bien, il ne ressemblait en rien à l'été 2022. Donc on voit bien qu'il y a une variabilité d'une année à l'autre. Chaque année ne se ressemble jamais. Et pour autant, depuis le début des années 2000, nous avons vraiment une accélération des températures sur la France. Et on a un constat qui est tout de même, qui doit nous interpeller, qui est le fait que la France est le pays qui se réchauffe le plus rapidement dans le monde.
Le plus rapidement dans le monde. On ne le dit pas suffisamment, en tout cas pas avec cette conviction-là. Exactement. On imaginait vraiment que c'était l'Australie, qu'on imaginait la Californie avec ses feux. On n'était absolument pas prêt face aux défis que l'on a devant nous parce que nous sommes initialement une France tempérée qui n'avons jamais manqué d'eau, plus de 510 milliards de mètres cubes qui tombent chaque année. On avait assez d'eau pour l'ensemble des utilisateurs. Vous en parlez à l'imparfait, c'est en train de changer. C'est en train de changer. Depuis 2 ans, on a vraiment une bascule avec une baisse des précipitations, mais surtout, on a un cycle de l'eau qui est en train de se transformer et il s'accélère. Il s'accélère à plusieurs niveaux. Premièrement, dans la manière dont l'eau va tomber sur le sol, puisque ce que l'on voit actuellement, et on était jusque-là habitués, puisqu'on est très en avance dans le monde sur la caractérisation notamment du risque inondation. On a des politiques très actives depuis 20 ans, parce qu'on a connu Nîmes en 88, Vaison-la-Romaine en 1992, qui ont permis d'initier cette force en France, justement, d'aller vers cette résilience des territoires sur le risque inondation, mais celui-ci est en train de se transformer. Par exemple, aujourd'hui, 50% des biens sinistrés ces 5 dernières années en France l'ont été par du ruissellement, donc directement dans des rues, dans des champs. Et ça, tous les territoires sont concernés. Enfin, de plus en plus de territoires ne sont plus à l'abri de ce genre de phénomène. Donc ça, c'est vraiment la partie du trop d'eau. Et le trop peu d'eau, c'est-à-dire l'autre volet de la face, le problème que l'on a, c'est qu'on est face à des mutations extrêmement rapides. Je vous donne un exemple. En 2017, nous avons eu 10 mois consécutifs où on s'est retrouvé avec une absence quasiment continue de pluie, donc une année historique derrière en termes de sécheresse, en 2017. Et puis, en 2018, on a connu énormément de précipitations. On a basculé en France en une semaine d'une actualité de sécheresse historique à une actualité d'inondation majeure. Et pour autant, avec un printemps très pluvieux, avec une recharge des nappes de plus de 30%, il a suffi de 3 semaines de canicule en juillet 2018 pour que la France rebascule dans une année de sécheresse historique. Alors ça a des conséquences, évidemment, et on est au cœur de notre sujet, ça a des conséquences sur les activités économiques, puisque l'eau, on le sait, il y a la consommation humaine, il y a aussi les consommations industrielles qui sont importantes. Ça commence à avoir un impact que vous pouvez mesurer ? Et oui, ça commence à avoir un impact, quelque chose que l'on pouvait plutôt mesurer dans des pays arides jusque-là. On voit ces questions, ces tensions arriver en France, quelque chose d'assez nouveau, comme une sorte de peau de chagrin qui a tendance à se réduire. Et donc, tous ces utilisateurs qui veulent quelque part conserver leur économie, leur activité, avec un rythme qui va beaucoup plus vite que nos capacités d'adaptation. L'eau, c'est un symbole en quelque sorte. L'analyse et la démonstration que vous venez de nous faire, Emma Aziza, elle est aussi valable finalement pour les autres vecteurs de développement économique. On voit bien que tout se tient. Il y a une approche globale, certains diraient holistique dans cette affaire. Exactement, parce qu'au-delà de l'eau que l'on consomme tous les jours, on va dire à peu près 150 litres d'eau, tous autant qu'on est ici, nous consommons en moyenne 5 000 à 7 000 litres d'eau par jour, tout simplement parce que derrière la question énergétique, derrière l'alimentation, se cache une question d'eau. Si vous voulez 1 kilocalorie, il vous faut 1 litre d'eau. Et donc cette eau-là, elle est nécessaire dans toutes les chaînes de valeur industrielles, dans toute l'agriculture. Et donc, en réalité, se cache l'intégralité de nos économies et de notre PIB à travers la question de l'eau. Et donc la question de l'eau, on l'a compris, elle est centrale. C'est aussi une question qui irrigue, sans mauvais jeu de mots, les débats sur le développement économique. Je me tourne vers vous, justement, à ce stade de nos échanges. Huguette Bello, je le disais, vous êtes la présidente de la région Réunion. J'imagine que sur votre île, cette question-là, elle est prégnante, cette question de l'eau, des ressources. Comment l'appréhendez-vous et qu'est-ce que vous avez constaté aussi dans la durée? On entendait Emma nous rappeler que ça s'était accéléré. C'est le cas aussi chez vous, j'imagine. Oui, parlez bien tout près, merci. Madame parle de l'eau en Occident. Madame parle de l'eau dans la région nord. Mais nous ferions bien de nous en occuper aussi. Nous ferions bien de nous occuper de ce qui se passe dans les pays du Sud. Moi, je représente l'outre-mer. Et donc, en outre-mer, c'est une question aussi cruciale. Vous avez certainement entendu parler des problèmes qu'il y a à Mayotte, des tours d'eau en Guadeloupe. Et c'est la quotidienneté de chacune et de chacun. Ça ne fait pas seulement la une des journaux, mais dans l'ensemble des Outre-mer, c'est une grande question et le paradoxe est important parce que vous avez à La Réunion de l'eau
en grande quantité. On a fait le basculement des eaux de l'Est vers l'Ouest, l'Est qui est la région la plus arrosée, l'Ouest qui est la région sous le vent, qui est la moins arrosée. Et on a en quelque sorte participé à ce que l'on pourrait appeler un crime écologique, parce que l'Est maintenant est asséché. Et lorsque l'on a fait le basculement de l'eau de l'Est vers l'Ouest, les études... C'était il y a combien de temps, Huguette Bello Bien, écoutez, ça fait très longtemps et ça a duré au moins 2 décennies. Et la Réunion est un château d'eau, monsieur. Et donc ce château d'eau, lorsque l'on a creusé, oui, la Réunion est fragile. Oui, la Réunion, parce que c'est la plus jeune des régions sur le plan géologique. Ben, si vous voulez, je vous dis que c'est le Gondwana, et donc c'est une région volcanique, c'est une région où il y a des réserves d'eau considérables, et la faute majeure qui a été faite, c'est que l'on a creusé des tunnels, on a creusé et l'on a trouvé ce que l'on appelle des nappes perchées. Des nappes perchées et l'eau a coulé. Et donc, on a également à Sainte-Rose plusieurs milliers de mètres cubes d'eau qui s'échappent avec la première usine hydroélectrique, celle de Sainte-Rose, qui a été installée à l'époque, si je ne me trompe, par Debré. À l'époque, par Michel Debré, l'ancien Premier ministre, c'est lui qui l'a inaugurée. On a des ressources qui sont importantes, mais on a également ce que l'on appelle des fuites, 60% de fuites d'eau. Et je ne félicite pas les compagnies générales des eaux, les grandes compagnies qui en sont responsables et coupables. On entend votre indignation parce que le sujet est important. C'est un constat que vous avez observé parce qu'on ne va pas vous faire un procès de ne vous intéresser qu'à l'Occident. Et évidemment, votre approche, elle est internationale et elle est beaucoup plus large. Ce que nous dit Huguette Bello, vous le mesurez également dans les travaux que vous menez. Bien sûr. En fait, je parlais bien sûr de la France hexagonale, sans doute parce que c'est là où on s'attend le moins à voir cette bascule. Et donc, c'est vrai qu'en milieu insulaire, et notamment dans les pays d'outre-mer, on a vraiment des problématiques qui sont différentes. Premièrement, parce qu'on a ce grand risque qui d'ailleurs atteint tous nos territoires à travers le monde, dès lors qu'on est sur une frange littorale, c'est ce risque de remontée de biseaux salés, donc cette contamination de l'eau salée vers l'eau douce. Ça, c'est un risque qui est majeur, c'est un défi, il va falloir apporter des solutions. Le risque de fuite qui a été cité, effectivement, je navigue beaucoup dans les régions, mais également, et je me rends compte à quel point, eh bien, il y a parfois des engagements sur des décennies entières pour pouvoir rénover ces réseaux. Il va falloir être sans doute très ambitieux et mettre des financements à la hauteur derrière de cet enjeu face à cette ressource qui a tendance à diminuer. Et on a, monsieur, si vous permettez, ce que l'on appelle des retenues collinaires, oui, qui, elles ont fait leurs preuves à La Réunion, notamment dans le sud, parce que l'eau tombe en abondance, ce que vous appelez ici les bassines, mais nous, ce n'est pas la même problématique, et ce qui aide les agriculteurs, on a les retenues collinaires où on fait des réserves d'eau qui sont importantes pour les agriculteurs, mais qui sont importantes aussi lorsque il y a des incendies. Voyez-vous, notre île, elle est petite, 2512 km², mais on a 650 ravines, 650 cours d'eau qui, lors des grosses pluies, des grandes pluies, eh bien, ça se remplit et ça se jette à la mer. Et heureusement qu'on a la canne à sucre qui permet également voilà, tout fait système, c'est ce qu'on disait. De lutter contre l'érosion, monsieur. Et on a fort à faire pour que les 60% de perte d'eau, et c'est le travail que nous, on fait à la région, ce sont les crédits européens qui permettront à ce que nous aurons moins de perte d'eau. Et c'est l'objectif que nous poursuivons. On entend bien la détermination qui est la vôtre, Huguette Bello. Je me tourne vers vous, Xavier Bertrand. On entendait à l'instant Emma Aziza nous parler justement de l'impact industriel aussi de ces ressources naturelles sur la région que vous présidez, les Hauts-de-France. C'est un sujet important, beaucoup d'industries chez vous. La question de l'eau est peut-être à ce jour moins prégnante que dans d'autres territoires. Comment analysez-vous cette question? Et puis il n'y a pas que l'eau, évidemment. On va parler d'autres sujets. On parlera d'aménagement foncier dans quelques instants avec Philippe Madec également. On va parler d'aménagement dans quelques instants. Donc je ne vais pas vous parler de la question du foncier, mais aujourd'hui, dans les premières questions qui sont posées pour des implantations économiques majeures, il y a l'énergie et l'eau. D'ores et déjà l'eau, y compris dans une région comme les Hauts-de-France. Parce qu'on a les mêmes sujets que ceux que vous avez évoqués.
le trop d'eau, les inondations, et aussi la pénurie. Je pourrais parler bien évidemment de l'agriculture, parce que si nous ne prenons pas des mesures très rapidement, ce qui va se passer dans les années sera très simple, nous allons importer massivement. Prenez notamment l'économie, l'industrie de la pomme de terre. Après, il y a aussi un autre sujet, c'est que des solutions sont indispensables, des moyens existent, mais on a besoin également de faire travailler tout le monde ensemble. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est difficile? Oui, pardon? C'est difficile de faire travailler tout le monde ensemble. Bien sûr, c'est difficile, parce qu'il y a un État dans l'État qui s'appelle les agences de l'eau, qui en font qu'à leur tête, qui considèrent beaucoup d'élus comme quantité négligeable. Même d'ailleurs, l'État, avec les représentants que sont les préfets, ont du mal à se faire entendre. Une région comme la mienne, j'ai 2 agences de l'eau. Vous voyez comme c'est compliqué. Or, si tout le monde s'y met, l'ensemble des niveaux de collectivités locales, l'État, les agences de l'eau qui seraient avec des objectifs clairement établis par tout le monde et pas par elles seulement, et aussi l'Europe, on est capable de prendre ce dossier à bras-le-corps sur tous les aspects. Donc vous l'avez dit, d'un point de vue économique, c'est aujourd'hui l'une des questions clés. Et puis on a besoin également de faire évoluer nos réglementations. J'ai eu les pires difficultés quand nous avons voulu faire venir notamment des usines de transformation de pommes de terre, qui d'habitude sont en Belgique, sont venues chez nous. Sauf que l'utilisation des eaux usées est facile en Belgique. Et pas en France. Elle a été compliquée chez nous. Pourtant, il me semble que c'est la même Europe. Donc vous voyez, on a aussi besoin, comme dans beaucoup de domaines, de faire preuve d'un maximum de bon sens. Voilà sur la dimension industrielle ce que je voulais juste dire en reprenant ce que disait Huguette Bello à l'instant. Il faut bien voir que là, on parle des usages économiques, mais ce qui se passe outre-mer est un véritable scandale. Et comme bien souvent, parce que ça se passe outre-mer, on en parle moins. Ça intéresse beaucoup moins les médias et ça intéresse beaucoup moins les politiques qui ne sont pas ultramarins. Imaginez ce qui se passe à Mayotte, imaginez exactement... Attendez, c'est comme si tous les jours, chacun d'entre nous était obligé de voir à quelle heure vous allez pouvoir avoir de l'eau qui coule du robinet. C'est inimaginable, c'est inacceptable. Pourtant, c'est ce qui se passe. Elle a donné justement l'exemple des Antilles, mais ce qui se passe à Mayotte est une tragédie sans nom. Mais comme c'est loin, eh ben on en parle moins. Si ça, c'est pas un scandale français. Merci beaucoup, Xavier Bertrand. On me dit que la ministre Agnès Pannier-Runacher va nous rejoindre dans quelques instants. On va poursuivre nos échanges. Il y a un point et qui va faire le lien avec la présence de Philippe Madec. On parle beaucoup, je le disais en vous présentant, Philippe, vous êtes architecte, vous êtes urbaniste, vous êtes aussi le co-signataire, le co-auteur en 2018. C'était en 2018, ça nous paraît tout proche, mais vous étiez un peu en avance de phase quand même sur ce sujet, le fameux manifeste pour une frugalité heureuse et créative. Il ne faut pas oublier la créativité. Quand on regarde l'aménagement, on est au cœur de notre sujet, croissance et développement des territoires. Les territoires, il y a du foncier. Et puis, préservation des ressources naturelles. Vous aimez parler plutôt que d'aménagement du territoire, de ménagement du territoire. Il faut en prendre soin, en quelque sorte, Philippe Madec. Oui, absolument. Je vous remercie d'avoir introduit la frugalité et le ménagement d'emblée. On le voit bien dans la nécessité de faire attention aux ressources naturelles, ce que vous vivez chez vous, enfin ce que nous vivons absolument partout. Il y a bien sûr les ressources naturelles, il y a aussi les ressources humaines finalement, puisque tous les territoires sont à la fois riches d'humanité et de matière physique. Notre travail actuel, c'est de réparer le monde que nous héritons du XXe siècle, c'est de faire avec ce qui est déjà là. Nous n'allons pas ajouter tant que ça de choses, mais il faut absolument faire en sorte que ce qui est là, nous en prenions soin. Et donc il nous semble beaucoup plus intéressant, plutôt que de continuer à aménager, qui était quand même une vision un peu productiviste du territoire, finalement, un peu ponts et chaussées, mais peut-être que l'on pourrait regarder le territoire avec amour, finalement, en se disant que le monde qui est déjà carrément, avec amour. Oui, bien sûr, le monde qui est déjà là, en tout cas la tendresse, si vous voulez, le monde qui est déjà là, habité, est un monde magnifique qui nécessite absolument que nous prenions attention, que nous prenions soin de lui. Et en ce sens, la notion de ménagement nous intéresse beaucoup. Mais une des clés du ménagement, c'est d'être capable de regarder le présent. Et on le voit bien, finalement, ce que vous dites dans vos propos nous fait déjà avancer dans le futur. Puisque finalement, ce que vous êtes capable de nous faire apparaître là, dans les chiffres et dans vos analyses, annonce finalement ce que nous allons vivre demain, voire ce que nous vivons aujourd'hui, puisque finalement, cette année a été extraordinaire. Et la difficulté pour voir le présent nécessite de faire un vrai travail. Que demande le ménagement ? Parce que dès que l'on se met à regarder la réalité, on voit bien qu'elle n'est pas unique. Par exemple, qu'il n'y a pas le rural d'un côté et l'urbain de l'autre.
Et en fait, dans cette nécessité de regarder ce qui est la diversité, la réalité des territoires, il s'est passé un événement en 2020, qui est la suite d'une prise de position de l'OCDE, de la Banque mondiale, de la Commission européenne, de la FAO et de l'ILO, sur les redéfinitions de l'urbain. Vous vous souvenez sans doute que la métropolisation de la France s'est faite à une époque où on pensait que 77,5% de la population française était urbaine. Ça a changé cette définition désormais. Heureusement, puisqu'on le vit absolument tous. En fait, à partir de 2016, l'OCDE et ses partenaires ont revu toutes les définitions qui ne faisaient qu'opposer l'urbain et le rural et ont ajouté une densité au kilomètre carré. Une fois qu'ils ont fait ce travail-là, ils ont fait apparaître plus d'états d'habitat de l'établissement humain que simplement l'urbain et le rural. Et donc il y a le dense, le semi-dense urbain, le semi-dense rural, le rural et le rural peu dense. 5 états finalement de notre établissement humain et on n'est plus du tout dans l'opposition assez paresseuse. C'est une chance, cette nouvelle nomenclature. C'est une chance que finalement elle nous permet de voir la réalité du territoire français. Et donc je vais vous donner le nouveau visage de la France. Vous avez vos chiffres. Hein. J'ai mes chiffres qui sont ceux de l'INSEE. Et l'INSEE qui a fait amende honorable d'avoir eu une définition un peu trop urbano-centrée mais pendant tellement longtemps. Donc à l'heure actuelle, 37,9% des Français habitent dans les communes denses, 37 et pas 77,5%. 33% habitent le monde rural. Et donc la France est un des États les plus ruraux d'Europe, puisque la moyenne en Europe c'est 27%. Et 29,3% habitent dans le semi-dense. En fait, la réalité du territoire est quelque part entre le semi-dense et le rural. Et donc, rassembler le semi-dense et le rural, vous voyez, on en arrive à quasiment les 70%. Alors ça, évidemment... Et en fait, ce rééquilibrage du territoire, par exemple, on ne l'a pas vu dans le travail de l'Ipsos, qui est resté sur l'urbain et le rural. Et les politiques ne parlent pas de cette absolument grande richesse du territoire. Voilà, on va accueillir la ministre Agnès Pannier-Runacher. Merci beaucoup de nous rejoindre. Merci de prendre place. Vous pouvez vous installer là. On avait un petit fauteuil pour vous, mais vous pouvez rester là. C'est comme vous voulez. On était en train, je vous fais un petit résumé rapide de nos échanges, on était en train de parler de la place des ressources naturelles dans le développement des territoires. On a évoqué la question de l'eau dans un premier temps et Emma Aziza nous a éclairé sur le dérèglement auquel on assiste à peu près partout sur tous les territoires et la tension qui s'exerce sur cette ressource de plus en plus rare. Huguette Bello nous évoquait aussi la situation particulière outre-mer sur ces questions-là. Et puis à cet instant, au moment où vous nous rejoignez, nous abordions avec Philippe Madec une redéfinition finalement, j'allais dire, de l'aménagement urbain et de l'aménagement du territoire. Philippe est un chantre du ménagement. Il nous expliquait qu'il fallait qu'on prenne soin du territoire, qu'il fallait aussi regarder au-delà des classifications un petit peu habituelles et traditionnelles qu'on a tous en tête. Urbain, rural, c'était plus compliqué que ça. Et à l'instant même, vous avez peut-être entendu les chiffres qu'il nous donnait en arrivant dans cette salle. Philippe Madec nous rappelait qu'on était en France, en tout cas, avec un paysage beaucoup plus, j'allais dire, pas éclaté, mieux réparti entre les différents États. Et ça change tout sur la manière dont on va travailler avec les ressources naturelles qui nous entourent, puisque finalement, les Français sont en très grande proximité avec ces ressources. Il y a une question qu'on n'a pas encore évoquée, et c'est bien que vous arriviez, parce que c'est aussi dans l'actualité du moment, c'est cet acronyme difficilement prononçable, zéro artificialisation nette, le ZAN pour les intimes, qui fait peur dans les territoires. On entend des inquiétudes s'exprimer autour de cette démarche, et c'est peut-être quand même important de resituer cette perspective qui n'est pas pour aujourd'hui, mais pour un horizon plus lointain, avec des étapes 2030, 2050. Là, on est bien dans le ménagement, Philippe Madec, cette question de ne pas construire à tout va et de reconstruire aussi les milieux sur eux-mêmes. Les milieux urbains, bien sûr. On est non seulement dans le ménagement, mais dans le divers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une manière de faire le ZAN. Je m'occupe à la Martinique de déplacer à peu près 50% de la population de la commune du Prêcheur pour des questions d'élévation du niveau de la mer, enfin de ce qu'on appelle les lares, les effondrements. Et en fait, quand on déplace cette population, après un très grand travail qui a été fait par cette population pour accepter la nécessité de ce déplacement, un travail que l'on fait avec eux, bien sûr, on déconstruit les endroits où ils vivaient. On ne va pas les reconstruire. Donc là, ce n'est même pas du zéro artificialisation nette.
C'est-à-dire que ce qui est rendu à la nature à cet endroit-là nous permet notamment de construire ailleurs, puisqu'il faut bien qu'on trouve pour ces gens qu'il faut absolument déplacer des endroits où vivre. Et donc juste pour rester sur ça, mais de manière plus générale, le littoral et le rétro-littoral, ça n'a rien à voir. Les enjeux de ZAN dans le rétro-littoral, je ne veux pas les gérer. Parce que les populations du littoral vont remonter vers le rétro-littoral. Qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Donc moi je pense qu'il faut, sur cette question du divers que l'on évoquait entre nous, s'attacher à avoir une pensée qui est capable d'engager la question du disséminé. Arrêtez de penser des objets, mais pensez davantage à la dissémination. Penser la dissémination. Je voulais vous faire réagir, Huguette Bello, sur cette problématique aussi du littoral, du rétro-littoral. Quand on est à La Réunion, le littoral, il est partout, c'est essentiel, Pas et ça change. à La Réunion, parce que Et dans les Outre-mer. Dans les Outre-mer, la gestion du foncier dans les territoires insulaires, elle est d'importance. Si on prend, tout à l'heure, vous avez cité, monsieur, la Martinique, il y a 25 communes d'outre-mer localisées aux Antilles qui figurent dans la liste des localités qui doivent s'adapter en priorité à l'érosion côtière. Vous voyez, c'est quand même considérable. La Guyane, pour parler du foncier, 83 000 km² et le problème ne réside pas dans une quelconque maîtrise de foncier, mais parce que cela appartient à 95% à l'État. Ce matin, je vous ai entendu dire dans les débats de ce matin que Kourou allait donner 100 hectares pour que la Guyane puisse faire des infrastructures. Et donc, et ça, c'est sur le fondement d'une ordonnance royale. Peut-être il faut progresser, Madame la Ministre, là-dessus. La planification territoriale a été à l'œuvre dès le début de la Vous avez le droit de répondre, Agnès décentralisation. Pannier-Runacher. Monsieur, ce que je dois dire, à La Réunion, un territoire montagneux, on culmine à 3070 mètres, le Piton des Neiges, qui en 2002, il y a neigé vraiment. Et donc, que l'on soit à 100 mètres de la mer ou à 3070 mètres, on est sous la loi littorale. C'est scandaleux. Et donc, on doit parler aussi, monsieur a parlé, nous avons besoin du ménagement, mais on a besoin d'aménager, évidemment, notre territoire. Et donc, cela est primordial pour nous, parce que nous avons besoin de la souveraineté alimentaire. Notre souveraineté alimentaire, il nous manque à La Réunion, parce qu'on est quand même productif. Il nous manque 1000 hectares environ pour que nous produisions ce dont nous avons besoin. On est plus que beaucoup de régions françaises, puisque nous produisons 70% de ce dont nous avons besoin en produits frais. Et donc, ce qu'il y a à faire, c'est comment concilier tout cela. La loi littorale, le parc national et les objectifs zéro artificialisation nette, ça c'est un tracas épouvantable. Je disais qu'il y avait quelques réticences, on l'entend là soudain. C'est le schéma d'aménagement littoral, il faut traduire la conciliation entre l'indispensable de ce que vous dites, monsieur, la sobriété foncière et les besoins du développement territorial. Ça, c'est indispensable. Merci Huguette Bello. Xavier Bertrand, vous souhaitez réagir et compléter. Huguette Bello vient de faire la transition avec le débat sur Lausanne, avec l'arrivée de Madame la Ministre. Je voudrais juste qu'on revienne juste un court instant sur ce qui a été dit sur l'eau. C'est-à-dire que vous avez plaidé, prêché pour la dissémination. Oui, mais la vérité, d'accord. Vous avez rappelé la vérité, d'accord. Mais ce qui veut donc dire que ça pose des questions en termes d'aménagement du territoire. Parce que dans notre pays, depuis maintenant des années, on a fait le choix de la métropolisation, en oubliant le fait que la moitié des Français habitent dans des communes de moins de 10 000 habitants. Et on voit aussi très clairement que la question qui se pose dans les années qui viennent, on ne va certainement pas casser les métropoles, elles ont déjà une force qui va les entraîner par elles-mêmes, mais est-ce qu'on met le paquet uniquement sur les métropoles, ou est-ce que l'on a une politique tournée également vers villes moyennes et ruralité, de façon à avoir un meilleur équilibre du territoire. Le développement de certains pays comme l'Allemagne s'est fait en ne mettant pas le paquet uniquement sur les seules métropoles. Et ça nous renvoie non seulement à la question de l'eau, mais ça nous renvoie aussi aux questions d'aménagement du territoire, de mobilité. Et du ZAN. On en a parlé tout à l'heure. Et c'est très important parce que c'est un vrai choix politique des années qui viennent. Merci pour ce rappel. Peut-être, oui, si je Madame la rebondis Ministre. sur ça, il me semble qu'assez clairement, et c'est peut-être aussi la revanche du Covid quelque part, la démétropolisation est en train de se faire. Et elle est appuyée par des politiques publiques. C'est-à-dire qu'on a bien
conscientiser le fait qu'on avait besoin de remettre des services publics sur le territoire, qu'il s'agisse de services publics de premier niveau d'accueil comme les maisons France Service, mais qu'il s'agisse de services de santé, qu'il s'agisse de petits commerces avec les dispositifs villes moyennes et petites villes. Donc, ou territoire d'industrie aussi, qui est une autre façon de reconnaître la force des territoires périphériques et ruraux et le fait de redire que nous devons penser l'aménagement de ces territoires et démétropoliser un certain nombre d'usages. Donc je pense que ce mouvement-là, il est aujourd'hui en cours, en tout cas il est soutenu par l'État avec une volonté de remettre du service public, de l'argent public et des aides publiques vers les territoires ruraux et périphériques pour faciliter l'aménagement et faciliter aussi l'harmonie entre métropoles et ces territoires. Vous évoquiez, Agnès Pannier-Runacher, à l'instant, le marqueur qu'a constitué la période Covid, comme s'il y avait un avant et un après, sur les prises de conscience sur ces questions-là. C'est ce que vous avez pu observer. Est-ce que c'est ce que vous avez observé aussi, je me tourne vers Emma Aziza et Philippe Madec, est-ce qu'il y a une accélération de ces prises de conscience? Question de l'eau avec vous, question de ce ménagement du territoire avec Philippe, par nos concitoyens et puis par les entreprises et les collectivités, puisque tout se tient évidemment depuis cette période. Alors clairement, l'année 2022 est une année qui va frapper la pensée collective parce que justement, on n'était absolument pas prêt à avoir près de 700 communes en rupture totale d'alimentation en eau potable. Vous expliquez à quel point c'est très complexe, mais c'est toute une activité économique qui ne peut plus se faire, une activité humaine, et jusqu'à 1300 qui ont rencontré des problématiques. Donc on voit à quel point la bascule a été tellement violente, tellement rapide, avec ces images de feu qu'effectivement ils nous ont marqués. L'année 2023, qui est plus tempérée, puisqu'on se retrouve avec une France coupée en deux, entre le Nord, qui a connu des salves de pluie, qui ont traversé le territoire, qui n'ont pas généré, par exemple, dans les Hauts-de-France, la situation qu'on avait pu connaître en 2022, eh bien, alors que pour autant, on continue à avoir ce stress hydrique dans les sols dans l'intégralité du Sud, eh bien, peut-être que cette prise de conscience est en train un peu de s'apaiser. C'est dangereux. Alors, en fait, le marqueur du cycle de l'eau n'est pas évident tout de suite. C'est-à-dire que durant les 15 premières années, entre 2000 et 2015, on avait une accélération des températures et des records battus permanents. Si vous regardez les unes derrière de l'ensemble des journaux, vous vous rendez compte qu'on ne fait que battre des records. Ça signifie simplement qu'on a basculé d'une variabilité climatique naturelle où nous avons toujours connu des extrêmes climatiques extrêmement importants. En 1303, on traversait le Rhin à pied sec. On a déjà connu le Rhône à sec. Donc en réalité, il faut la mémoire de la longue période. Hein, vous avez raison sur ces sujets. Ces extrêmes, on les a toujours connus parce que l'histoire derrière nous les raconte. Mais par contre, ce que l'on vit aujourd'hui, c'est une tendance qui est en train de s'accélérer et qui nous raconte cette nouvelle histoire dont je vous parlais. Et cette histoire, elle est un peu différente derrière de ce qu'on nous avait appris. C'est-à-dire qu'on nous avait expliqué que le changement climatique, il arriverait par le sud et il monterait bien sereinement, tranquillement vers le nord. On nous citait en général les vignobles bordelais en nous expliquant qu'on les planterait plus au nord et puis ensuite on finirait en Grande-Bretagne. Vous savez qu'il y a de la vigne sur les bords de Rance tout près d'ici désormais. Hein, ça y est, c'est parti. Simplement pour dire que ce que l'on voit aujourd'hui, ce qui se modifie, eh bien, c'est quelque chose de complètement différent, à l'image d'ailleurs des Hauts-de-France l'année dernière, qui ont vu leurs ressources en eau diminuer de 70% en l'espace d'un an. C'était quelque chose qui était inimaginable, là encore. Et donc, on se retrouve face à de nouveaux défis. Par exemple, la Belgique a démarré l'été avec 95% de son territoire dans un stress extrêmement sévère derrière en termes de sécheresse. Le Luxembourg a vécu la pire des sécheresses historiques qu'elle n'avait jamais vécues. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui se passe et ça ne vient pas spécialement du Sud, même si on voit très bien à quel point les Pyrénées-Orientales sont actuellement dans une situation tellement critique qu'effectivement on tient un fil, on a l'ensemble des acteurs et des utilisateurs de l'eau qui sont là autour d'une ressource qui tend à se paupériser. Donc il va y avoir des défis qui sont majeurs, mais il va déjà falloir dépasser un peu ces clivages à imaginer que le cycle de l'eau derrière se transformera surtout sur le pourtour littoral méditerranéen. C'est pas la réalité, c'est parce que l'histoire est en train de nous raconter. Et donc ce qui se passe, peut-être pour terminer là-dessus, eh bien, c'est que nous avions jusque-là, parce que nous sommes un pays tempéré, riche en eau, parce que nous sommes directement confrontés à un océan Atlantique, d'ailleurs à l'image de
de ce que l'on peut avoir aujourd'hui comme décor, eh bien, qui quelque part nous apporte des entrées maritimes. Les entrées et les pluies que nous avons à Brest permettent ensuite, par des cycles de rétroaction, d'avoir des pluies sur Strasbourg. Lorsque nous vivons des situations anticycloniques, ce qui a été le cas, c'est-à-dire qu'elles ont tendance à augmenter, les périodes d'ensoleillement sont anormales dans les Hauts-de-France et pas tellement dans le sud où là on avait déjà des taux d'ensoleillement très élevés. Et donc on voit que cette bascule fait qu'au lieu d'avoir des entrées d'eau qui pénètrent dans les territoires, eh bien on tourne dans l'inverse des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire qu'on perd notre eau. Et on la perd très vite et à l'image de la manière dont on a aménagé nos territoires. Donc quand on parle de zéro artificialisation nette, quelque part, on part aussi de la place que l'on va laisser à l'eau sur nos territoires. On disait, tout se tient, c'en est une excellente illustration. Philippe, un mot, on évoquait le Covid, dans la perception du lien, j'allais dire presque quotidien avec le territoire, l'arrivée du confinement, les télétravail qui s'en est en suivi, ça a modifié aussi les perceptions, notamment en matière de mobilité sans doute. Ça a bien sûr été un événement historique, mais tout ça est lié à un événement plus large, qui est celui des mobilités sur le territoire. Les canicules ont déjà fait qu'il y a eu des déplacements de population. Enfin, on voit bien que c'est en milliers les morts avec les canicules dans les métropoles. On voit bien comment se font les déplacements vers la côte atlantique. Il y a les canicules, la pandémie, et 3, la recherche de sens dans les générations qui sont les plus jeunes. Par exemple, en 2018, 80% des cadres franciliens voulaient quitter l'Île-de-France. Et on sait où ils sont allés. Ils sont allés à Bordeaux, puis ils sont allés à Nantes. Il n'y a plus de place à Nantes. On les retrouve à Laval en ce moment. Les Bordelais descendent sur les Pyrénées-Atlantiques parce qu'il y a moins de canicules sur les Pyrénées qu'à Bordeaux. Donc tous ces c'est ça. Donc tous ces mouvements-là aujourd'hui sont à l'œuvre. Et je voudrais revenir sur la question de la métropole qui est un vrai enjeu par rapport à comment la France s'est construite finalement au début de ce siècle. Je suis sorti de mon lit rapidement le 4 janvier de cette année. Bruno Le Maire disait à Léa Salamé, nous sortons de 80 années de mondialisation libérale et c'est une chance pour la France. En fait, la sortie de la mondialisation libérale, on sait bien qu'on est en train de la vivre, quoi. Et les métropoles sont des expressions de la mondialisation. Donc forcément, le rééquilibrage va s'opérer autour de ça aussi. Puisque, il intervenait sur la fin de la mondialisation libérale pour parler de la réimplantation de l'industrie et de l'activité sur tout le territoire français. Donc il va se passer aujourd'hui quelque chose de considérable, si on regarde bien la réalité du territoire tel qu'il est habité, qui va peut-être permettre que les métropoles vont être possiblement vivables aussi, malgré tout, et que le territoire va être capable d'accueillir ce qu'ils doivent accueillir. Alors au cœur de cet enjeu, il y a une question qui nous réunit finalement aussi autour de cette table, c'est la question de l'énergie. Alors ça tombe bien, Madame la Ministre, vous êtes en charge de la transition énergétique et on sent bien quand on examine la situation à l'échelle des régions que cette question de l'autonomie énergétique, des énergies renouvelables, le mix énergétique est au cœur de toutes les réflexions, les actions, parfois aussi des difficultés. Est-ce que vous pouvez peut-être profiter du fait d'être là devant le Congrès des régions de France pour nous éclairer ou répondre aussi, et je sais que Huguette Bello comme Xavier Bertrand auront certainement des interrogations à vous poser sur ces problématiques. Dans quel état d'esprit on doit être aujourd'hui, en 2023 et 2024 demain, par rapport à ce mix énergétique? On a eu des annonces même très récentes qui nous ont déjà donné un petit peu la tonalité. D'abord, vous saluez toutes et vous priez de m'excuser. Je tenais vraiment à être présente aujourd'hui à ce congrès et le temps de sortir de Conseil des ministres et oui, il était important ce matin, encore plus peut-être. C'est le temps minimal pour arriver. Effectivement, la transition énergétique, elle repose sur 4 piliers aujourd'hui. Et je pense qu'on en a une compréhension assez bien consensuelle finalement. On a beaucoup travaillé avec les élus locaux, avec les associations. J'ai mobilisé une centaine de fédérations, organisations syndicales, associations environnementales, associations de consommateurs, parce que je pense que c'est important, sous l'égide de parlementaires et de représentants des associations d'élus. On a eu aussi beaucoup d'interactions avec chacune des régions qui réfléchit à ses propres projections et stratégies énergétiques. Et au fond, il y a des choses assez claires qui ressortent. La première chose, c'est qu'effectivement, il y a 4 leviers. C'est très basique. Il faut à la fois baisser notre consommation d'énergie et augmenter notre production d'énergie décarbonée. Baisser notre consommation d'énergie, c'est faire évoluer des comportements, c'est la sobriété. Et la sobriété, je veux le dire ici, on n'a pas utilisé de loi, pas de contraintes, pas de sanctions.
Néanmoins, collectivement, et je veux remercier les collectivités locales parce qu'elles ont pris leur part de ça, les administrations, les grandes entreprises, mais aussi les Français, nous avons baissé notre consommation de gaz et d'électricité de 12% sur toute l'année. Sans contrainte obligatoire, simplement avec des conseils et puis aussi accessoirement la flambée des prix qui a calmé aussi les... Tout simplement assez peu en fait en réalité. On n'a pas entendu ce que vous avez dit, Xavier Bertrand. La baisse de la production industrielle. La production industrielle. Parce qu'on le voit dans tous les secteurs du jeu et on le voit notamment dans le tertiaire qui est assez peu lié à la baisse de la production industrielle. Et ça a eu un effet très fort en matière d'émissions de gaz à effet de serre puisque nous avons baissé l'année dernière, c'est un chiffre qui est peu connu, de 15%. 15%. Nos émissions de gaz à effet de serre dans le bâtiment. Donc ça a assez peu de choses à voir avec l'industrie, mais ça veut dire que la sobriété a un impact et qu'elle peut être organisée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'efficacité énergétique, la rénovation thermique, l'électrification d'un certain nombre d'usages dans l'industrie. Si on reconstruit la ville sur elle-même, pour reprendre une expression chère à Philippe Madec, c'est au cœur, cette question-là, la rénovation énergétique des bâtiments. Les deux sont au cœur. C'est-à-dire que la sobriété, il faut penser une ville sobre. C'est quoi une ville sobre? Comment on organise les transports? Comment on organise le travail? Comment on organise l'école? C'est des questions d'ailleurs que moi je retrouve dans des intercommunalités qui disent est-ce qu'à un moment il ne faut pas un peu étaler les horaires de démarrage, tout simplement pour lisser les transports en commun, ce genre de choses. Donc organiser une ville sobre de manière structurelle, c'est une vraie stratégie qu'il faut concevoir et on est relativement au début. On a fait à la fois le plus facile, le plus rapide dans la sobriété, mais on a quand même fait 12%, donc il ne faut pas bouder notre plaisir. Et puis du côté de la production, c'est les énergies renouvelables d'un côté, le nucléaire de l'autre. Le nucléaire, on voit bien, c'est des choses qu'on a déjà faites, qu'il faut relancer. On voit bien, il y a quand même des interrogations sur le maintien du parc, l'arrivée des nouveaux small business modular réacteurs. Oui, c'est un défi, mais sincèrement, on l'a déjà fait. SMA. On l'a déjà fait. Ce qu'on demande à EDF, c'est finalement de revenir à sa production. On sait encore le faire aujourd'hui? Je pense que les 220 000 industriels et professionnels de la filière vous diront qu'ils savent le faire. Et les étrangers vous disent qu'ils savent le faire. Et les Britanniques aujourd'hui qui sont en train de construire 2 réacteurs nucléaires sous l'égide d'EDF, ou les Finlandais qui ont connecté leurs réacteurs nucléaires l'année dernière en plein cœur de la crise, et je peux vous dire que ça a été un sacré soulagement d'avoir ces 1650 mégawatts en production, vous confirmeront que nous savons le faire. Donc c'est un projet industriel difficile, coûteux, qui prendra du temps, mais on sait le faire. Le renouvelable, c'est une autre paire de manches, parce que c'est la première fois qu'on doit penser un système énergétique totalement décentralisé. C'est là que les régions aussi ont leur mot à dire. Nous avons un système énergétique très centralisé, avec des grosses unités de production, des grandes infrastructures de transport, et ensuite on va vers le consommateur. Là, on a des consommateurs qui vont être producteurs, on a des dizaines de milliers d'infrastructures et on a du multi-technologie. Parce qu'on pense tous éolien et photovoltaïque, mais il y a du biogaz, il y a la géothermie. Mon voisin, il aime bien ce qui fonctionne avec la mer et pas forcément avec des éoliennes. On va en parler dans quelques donc, instants. il y a beaucoup de technologies et ces technologies, on va les accompagner. Donc on se retrouve face à une boîte à outils où il va falloir pousser les curseurs très fort, entraîner à la fois les élus locaux, rassurer les habitants et faire en sorte que les porteurs de projets soient au rendez-vous. Et nous donnons et que les modèles économiques soient et que les modèles économiques, c'est quand même un peu. Et ça, c'est très important. Vous avez raison de le dire parce que on peut tous revendiquer de mettre du panneau photovoltaïque sur des petites toitures, mais ça sort de l'énergie à 200 € du mégawattheure, parfois 250, c'est-à-dire les prix que nous contestons aujourd'hui sur le marché du prix de l'électricité. Et peut-être qu'effectivement, l'éolien marin, qui sort un prix de l'énergie peut-être inférieur à celui du nucléaire, le photovoltaïque aujourd'hui sont des énergies qui sont compétitives en prix. Alors, on va faire réagir justement Huguette Bello, Xavier Bertrand sur cette question de l'énergie. On va prendre le temps, elle est importante cette question, on va vraiment essayer d'aller au cœur parce que les régions sont aussi au cœur de ce sujet et quand on parle décarbonation, il y a des choses à dire. Je vous voyais hocher de la tête, Huguette Bello, vous aviez un message peut-être un petit peu différent à faire entendre. Pas seulement hocher de la tête, mais alors nous ne voulons ni du petit, ni du moyen, ni du grand nucléaire, madame. Et donc ça, prenez-en bonne note, nous n'en voulons pas. À La Réunion, ça tombe bien qu'on n'ait pas en maître, donc on est d'accord. Si, on nous en a parlé. C'est pour ça que j'en parle et que je proteste. Et que je ne voudrais rien oublier, c'est pour ça. C'est interdit dans la loi aujourd'hui. Je vais
consulter mes fiches, parce qu'on a Mururoa, Fangatofa, ce qui s'est passé en Algérie. Il faut avoir la mémoire des anciennes colonies et puis en tirer les conséquences. S'il y a un domaine vraiment où nous Alors, devons... s'il n'y a pas de nucléaire, il y a quoi chez vous? Laissez-moi parler, monsieur. L'adéquation entre la mobilisation des ressources naturelles et le développement du territoire, c'est celui, madame, vous le savez, des énergies renouvelables. Le développement de nos territoires, il est étroitement corrélé à la réussite du processus de transition énergétique. C'est pourquoi l'ensemble des Outre-mer, je lis ma fiche parce que je ne veux oublier personne, profitant des conditions favorables liées à leur situation géographique, ont promu l'émergence de bouquets énergétiques décarbonés à partir de leurs ressources naturelles. Et nous avons de belles ressources naturelles, le soleil, le photovoltaïque, le vent, l'éolien, l'eau et l'hydraulique, la Guyane et la Réunion, n'est-ce pas merveilleux? Le volcan et la géothermie en Guadeloupe où se trouve la seule usine géothermique de France. On en a vu une aux Açores. Ou encore l'océan pour la climatisation marine, c'est la Polynésie. Et il n'est pas hasardeux de penser que l'objectif d'une électricité décarbonée est atteignable d'ici 2030, Madame la Ministre. Ainsi, dès l'année prochaine... C'est d'ailleurs dans la loi aussi. En 2024, la production d'électricité à La Réunion sera totalement décarbonée avec le remplacement du charbon par le fioul du charbon et du fioul. Oui, rassurez-nous. Du charbon et du fioul par la biomasse et des biocarburants, mais le chemin reste long encore pour atteindre ce qu'on appelle l'autonomie énergétique complète, tant la dépendance aux hydrocarbures elle est importante ici comme ailleurs dans le transport. Raison supplémentaire pour engager une politique volontariste. La région Réunion, en tant que zone non interconnectée, dispose d'une programmation pluriannuelle de l'énergie, laissez-moi causer, monsieur, a défini dans ce document qu'elle a coélaboré avec l'État un mix énergétique ambitieux qu'elle compte déployer pour atteindre la neutralité carbone. Plus précisément, nous voulons développer un plan solaire de grande envergure, vous en avez parlé tout à l'heure, madame, en facilitant le recours à l'énergie photovoltaïque par des foyers réunionnais, notamment les plus modestes. N'oublions jamais que chez nous, à La Réunion, on a 38% de personnes qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Nous avons mené un programme d'installation de chauffe-eau solaire avec plus de 180 000 unités déjà installées. La Réunion est le département le mieux équipé en la matière. Cela nous a permis de créer une véritable filière de maintenance, ou laissez-moi causer, fort de ce précédent. Nous lançons un programme, le programme Un toit solaire pour chaque foyer, avec à la clé, parce que c'est peut-être pionnier pour la France entière. C'est pour cela que je le dis devant la réunion des régions. Nous sommes prêts, Madame la Ministre, la publication du nouvel arrêté tarifaire prenant en compte le cas de petites installations photovoltaïques et donc le cumul avec les aides régionales. Nous relançons également les études sur la géothermie. Nous avons un très beau volcan. Simultanément, nous souhaitons aussi nous saisir des nouvelles possibilités technologiques avec comme ambition de positionner notre île dans la stratégie géopolitique de l'hydrogène vert de la France qui sera réservé dans un premier temps aux mobilités lourdes et aux transports en commun. Le vecteur hydrogène vert, dont la production serait couplée avec les productions éoliennes, est une vraie révolution pour les îles et au-delà des investissements d'une efficacité écologique il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. équivalent. Eh bien, je dois causer maintenant. Je vous laisse la Trop parole. d'infos, tue l'info, dit-on parfois. Il y a beaucoup d'éléments dans ce que vous nous avez exprimé avec la passion que nous vous connaissions. Et l'éolien offshore. Eh bien, évidemment. Voilà, il ne fallait pas l'oublier, celui-là. Alors, on va reprendre notre souffle, on va essayer de hiérarchiser aussi toutes ces priorités. On a entendu que vous, finalement, sur votre territoire, il y a une sorte de palette très large de solutions. Tous les territoires ne sont pas forcément dotés de la même manière. Je me tourne vers vous, Xavier Bertrand. On a connu les Hauts-de-France pour être très en avance sur l'éolien terrestre. Et même en termes de densité d'équipement. On a subi l'éolien terrestre. Voilà, je vous laissais les mots, voilà. Je me doutais que vous m'auriez dit ça, parce qu'il y a une densité effectivement qui, rapportée à la dimension de votre territoire, est assez impressionnante. C'est le moins qu'on puisse dire. Aujourd'hui, la région des Hauts-de-France, c'est 5,7% de l'ensemble de la superficie nationale. C'est 29% des éoliennes terrestres. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Qu'est-ce que la population des Hauts-de-France a fait pour mériter ça?
6%, 29%. Et donc, c'est pour ça, je ne me suis pas réveillé un matin en écoutant Bruno Le Maire sur France Inter. Je ne me suis pas non plus réveillé un matin en faisant un cauchemar pendu aux pales d'une éolienne. C'est tout simplement que pour les gens, c'est trop, c'est trop. C'est vrai qu'un nombre de promoteurs... C'est ce qu'on appelle l'acceptation sociétale. Hein. Oui, attendez, c'est aussi plus que ça. Nombre de promoteurs ont profité de la situation que les agriculteurs étaient en grande difficulté et donc leur ont proposé des ponts d'or pour installer, et que des communes n'ayant pas accès à suffisamment de financement se sont tournées vers les promoteurs. Il y a effectivement un abus de faiblesse. Voilà ce qui s'est passé chez moi. Donc aujourd'hui, je ne dis pas comme certains démagos qu'il faut casser les mâts, je dis tout simplement que chez moi, il y en a trop. Alors s'il y a des endroits encore aujourd'hui où les populations, les maires sont partants, je serais très surpris. Là, c'est leur choix. Mais pour le reste, aujourd'hui, moi, je n'en peux plus. Alors quand on parle d'énergie... Et si je le dis d'autant plus, c'est qu'il y a aussi une responsabilité, un peu de lanceur d'alerte. C'est qu'un jour, ça va vraiment se passer très mal. C'est-à-dire qu'il y aura des affrontements entre ceux qui n'en veulent plus. Il faut savoir qu'on a des sites classés et autres où les gens ont le sentiment d'encerclement. Je ne suis pas le seul à l'avoir dit. Je crois d'ailleurs que le président de la République l'avait dit une fois lors d'un déplacement en Polynésie. Alors, allons jusqu'au bout du raisonnement. Sur le mix énergétique, si je ne veux pas de développement maintenant de l'éolien au-delà, même si j'ai le sentiment qu'on a pris plus que notre part, il y a bien évidemment le photovoltaïque. Photovoltaïque, je suis à fond pour le développement, deux conditions. Pas de déforestation, pas d'utilisation de terres agricoles. Mais on a aussi suffisamment de friches où les choses sont bien évidemment permises. Et puis Huguette, je suis désolé, tu veux pas du nucléaire, moi j'en veux à fond. Depuis 2016, nous étions candidats pour l'installation d'EPR. Ça y est, la décision a été prise compte tenu de la relance du programme. Il y a 2 EPR dont les travaux de terrassement vont commencer en 2026 parce que la centrale nucléaire de Gravelines n'aura pas une durée de vie illimitée. Donc on a voulu anticiper. C'est comme ça clairement que l'on voit les choses. J'ai eu l'occasion d'en parler avec la ministre dernièrement. Je crois qu'il y a vraiment encore des perspectives sur le marémoteur, sur l'hydrolien dans notre pays, des perspectives là qui sont à beaucoup plus long terme que ce qu'on est en train de se fixer comme horizon. Mais vous le voyez, je sais pertinemment qu'à partir du moment où je refuse un choix, je dois aussi avancer sur la voie des ENR. Être force de proposition, et sur les ENR, vous l'avez rappelé, Exactement. Il y a des solutions avec quand même, et vous le notez et aussi la question du biométhane. Nous étions aussi très engagés. Et puis aussi les différents lobbies, les prix de rachat qui ont évolué ont fait que nous étions certainement en position d'être la première région européenne en la matière, mais nous avons eu aussi un élan qui a été cassé par les différentes modalités de prix de rachat, mais je continue à croire justement à ça aussi. Merci pour cette précision importante. Hein. Sur ces questions d'acceptation, oui, Agnès Pannier-Runacher, et puis par rapport à ce qui vient d'être dit, moi je veux juste préciser, et c'est important que chacun le sache dans la salle, précisément, la loi accélération des énergies renouvelables, elle accélère, mais elle répond aussi à la demande d'équilibre formulée par un certain nombre d'élus. Par exemple, il est désormais interdit de mettre des panneaux photovoltaïques sur des surfaces qui nécessiteraient un défrichage de plus de 25 hectares. C'est interdit par la loi. Il est interdit de mettre des panneaux photovoltaïques sur des terres agricoles qui sont exploitables. C'est interdit par la loi. Donc il n'y a pas de concurrence entre les deux. Je remarque d'ailleurs, parce que ça met, je vois le président du syndicat des énergies renouvelables au 2e rang, et qui me dit on est la seule activité pour laquelle c'est interdit. On peut faire des centres commerciaux en défrichant, on peut faire des autoroutes en défrichant, et des énergies renouvelables qui pourtant servent la biodiversité, on ne peut pas en faire. Donc nous, on a pris nos responsabilités. J'ai pris mes responsabilités, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas accélérer sur les énergies renouvelables et le faire particulièrement effectivement dans une double approche. D'abord, ça doit être une programmation qui part du terrain, parce qu'effectivement, on l'entend ici, la Réunion sont pas les mêmes, hein. Voilà. Et les Hauts-de-France, c'est pas tout à fait le même combat. Et effectivement, les Hauts-de-France a une caractéristique, c'est les seuls à avoir déjà fait leur éolienne terrestre qui était prévue pour leur SRADET en 2030, donc ils ont 7 ans d'avance. Je peux pas dire ça de beaucoup de régions. Et la deuxième chose, c'est que donc nous prendrons nous organisons cette planification territoriale avec l'aide des régions, mais qui part des communes et qui part des intercommunalités. C'est très important. Et la deuxième chose, c'est qu'en revanche, il faut mobiliser tous les territoires disponibles, ça veut dire toutes les friches. Il y a un recensement qui est en fait. Et voilà. Ça, c'est en train d'être fait. C'est fait d'ailleurs à différents niveaux parce que chacun s'en est saisi en comprenant, mais comme vous le faites ici, c'est-à-dire qu'à un moment, si je veux plus d'éoliennes terrestres ou si je veux ralentir, il faut que je sois capable de proposer quelque chose. Parce qu'à la fin de la journée, et là je vais être assez solennelle, en 2030, il va falloir produire beaucoup plus. Sur le nucléaire, EDF y travaille.
Mais sur les énergies renouvelables, c'est notre responsabilité collective. Et quand on regarde les chiffres, la proposition qui est ressortie des groupes de travail, elle ne vient pas de moi, elle vient des groupes de travail, elle vient des associations d'élus, elle vient des parlementaires. C'est x2 sur le photovoltaïque, x2 sur le biogaz, x4 sur la géothermie, et on continue sur un rythme d'éolien terrestre sans l'accélérer. Mais on continue. C'est énormément de travail. Et mes petits camarades des énergies renouvelables nous disent « Vous n'allez pas assez vite, assez loin, il y a un risque. Il y a un risque de ne pas aller assez vite pour accompagner l'électrification de notre territoire et la réindustrialisation. » Donc à un moment, tout se tient, hein, bien entendu. Tout se tient. Et en même temps, il faut que je fasse attention à la biodiversité. Je ne peux pas attaquer les forêts, je ne peux pas attaquer les terres agricoles. Donc le chemin est étroit. Et si on veut réussir, il faut être systématique et regarder tous les endroits où il y a des décisions sans regret. Des décisions sans regret. Sans regret. Et la chaleur renouvelable, ce sont des décisions sans regret. Merci pour cette précision. On a l'horizon 2030 et les années suivantes. Emma, vous vouliez peut-être nous éclairer aussi sur la coordination de ces initiatives. Est-ce que vous avez observé à l'échelle des territoires, dans les travaux de l'eau, mais on l'a compris, l'eau, ça irrigue tous les sujets, ça réunit beaucoup d'acteurs. Est-ce qu'on est dans le bon sens par rapport aux échéances que vient de rappeler la ministre ? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on a un défi majeur qui va être le fait de s'adapter. L'adaptation, ça a été vraiment le parent pauvre de toutes les politiques climatiques jusque-là. On a été focalisé sur l'atténuation. On n'a pas spécialement réussi derrière à tous se mettre d'accord et à réussir cette atténuation, même si on voit qu'il y a tout de même quelques réussites dans certains secteurs. L'adaptation, ça demande du temps. Ça demande d'accompagner les territoires. Moi, je le vois tous les jours, parce que ça fait plus d'une dizaine d'années que j'accompagne des villes, des agglomérations, mais surtout des habitants, des tissus économiques. Et donc, il faut prendre la main des gens pour qu'ils puissent se transformer, pour qu'ils deviennent résilients. Il faut leur expliquer, il faut appuyer sur les boutons pour eux, il faut les accompagner dans cette transformation. Et cette transformation, elle va être multiple. Il va falloir les adapter à des inondations, comme j'en parlais tout à l'heure, qui vont se transformer, qui ne seront plus dans nos rivières et dans nos fleuves, même s'ils resteront présents, qui seront dans nos rues. Et il existe des solutions très simples pour s'adapter. Il faudra les adapter derrière à un risque majeur qui est en train de se développer sur les territoires et pour lesquels les assureurs commencent à tirer un petit peu la couverture en disant « ça là, on suffit, sait pas faire. On ne peut plus assurer parce que ça coûte trop cher ». C'est le retrait gonflement d'argile qui concerne une grande partie des Français. Et on a vu des calamités derrière se développer partout. Il existe des solutions extrêmement simples, là encore, à mettre en œuvre pour réussir à lutter contre cette problématique. Techniques. Donc, en fait, que ce soit derrière sur l'adduction d'eau potable, on n'a pas tous la même géologie sous terre, on n'a pas tous les mêmes aquifères, donc on n'est pas tous égaux face à la question de la ressource. Si vous êtes sur Paris, vous avez un énorme aquifère qui pourrait, qui s'appelle l'Albien, qui est à moins 800 mètres, et qui pourrait nous alimenter pendant 40 ans de sécheresse. Mais vous remontez 40 km à l'amont, 40 km à l'aval, vous avez une situation qui est totalement différente. Ça veut dire qu'on va avoir notamment un autre défi, qui va être celui, à un moment donné, de se soutenir. Celui qui sera riche en eau solidarité devra soutenir celui qui sera pauvre en eau. Territoires. Donc il va y avoir en fait tout un défi majeur d'accompagnement de ces territoires global. Et pour ça, ça demande une chose. Ça demande d'être lucide sur l'état de la situation. Si on est lucide, on ira vers les bonnes solutions. Je le rappelle, la France est le pays qui se réchauffe le plus rapidement dans le monde. Si on a compris ça, on a compris à quel point notre défi est d'ampleur assez exceptionnelle. Et je terminerai juste sur une chose, quand on doit aller vite, parfois on prend les mauvaises décisions. Vous citiez tout à l'heure la question des retenues collinaires, la question des bassines. Eh bien, si on va ailleurs, dans d'autres pays, c'est d'autres situations médiatiques qui ont été derrière, tambour battant derrière, alimentées dans les journaux. Si vous allez au Mexique, eh bien, la demande derrière, au niveau agricole, auprès des ministères, c'est d'ensemencer plus de nuages. Parce que l'ensemencement des nuages est une solution utilisée partout c'est pas de la dans poésie, le monde. ça c'est de la technique, Ça veut dire qu'il y a la nuages. question du partage de l'eau superficielle. On a la question du partage de l'eau souterraine. À qui appartient cette eau? Si moi je la prélève d'un côté, est-ce que l'autre en aura? Mais il y a la question à qui appartient le nuage? Et ça, c'est une question encore bien pire. Et donc, on voit à quel point il faut faire attention, parce que si je vous donne cet exemple, c'est que ça fait 20 ans que la Chine, l'Australie ensemencent les nuages avec du iodure d'argent. Et ça on pose a même... des questions écologiques, sans doute aussi.
Non, environnementale. Non, l'idée c'était de créer de la pluie là où il n'y en avait pas, et donc pour pouvoir nucléer une molécule de pluie, une molécule d'eau a besoin derrière d'un support. Ça peut être une poussière, ou bien ça peut être du iodure d'argent. Et donc c'est assez facile de créer de la pluie. Alors parfois on se trompe, parfois ça génère des creux éclairs à droite ou à gauche, mais il n'empêche qu'on a réussi, par exemple durant les JO de Pékin en 2008, de contrôler l'intégralité des nuages et maîtriser la météo. Ça paraît très séduisant. Et ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention parfois aux solutions très séduisantes qui semblent répondre à un problème, parce qu'on s'est tout de même rendu compte que ce iodure d'argent, qui était extrêmement rémanent dans les sols, il commençait à générer des anémies, des dépressions, derrière des problématiques de migraines générées de la santé partout. publique. Et donc, il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, ces terres sont habitées, effectivement, comme vous le disiez, par des humains derrière qu'on a besoin de protéger. On a besoin de préserver les terres, la vie qu'il y a sur ces terres humaines, mais toutes les autres formes de vie. Et je terminerai peut-être sur une chose. Le premier utilisateur de l'eau que l'on a totalement oublié, c'est la nature. Et on a tous besoin d'eau dans tous les systèmes. Et si on l'oublie, on oublie aussi qu'on fait nous-mêmes partie de ce cycle. Et en fin de compte, on passe complètement à côté d'un angle de lecture. Merci. Merci beaucoup, Emma. Aziza, merci à vous. On arrive effectivement bientôt à la fin de cet échange. Je voudrais, avant les conclusions, me tourner vers Philippe Madec, peut-être en réaction à ce qui vient d'être dit, notamment sur ces problématiques d'énergie renouvelable qui sont très structurantes quand on regarde les territoires. Quelles leçons en tirez-vous? Quelles pistes explorez-vous avec vos équipes? Je suis un breton du Finistère et j'enseigne à La Réunion. Donc je sais ce que c'est que Brennilis. Et alors quand Brennilis a fini d'être démantelé, on a une date? C'est incroyable, quoi. Brennilis est encore en cours de démantèlement. Oui, c'est pas fini. Ouais, c'est pas fini. Hein. Ah non, c'est une centrale nucléaire qui est la seule en Bretagne. Et à La Réunion, je vois à quel point tout le programme qui a été fait sur l'eau chaude solaire familiale, enfin tout ce travail-là, qui est un travail, là pour le coup aussi, disséminé un peu partout, réussit à fabriquer un résultat positif. Ce que je voudrais dire, moi, c'est que je ne suis pas tellement dans l'histoire de produire encore plus. On rappelle un manifeste pour une frugalité heureuse et créative. Voilà. Chaque mot compte. Et une frugalité en matière, une frugalité en technologie, une frugalité en énergie et une frugalité en territoire. Et donc nous sommes plutôt intéressés par réduire les consommations. Et ce n'est pas un gag, ce n'est pas une histoire qui n'arrivera pas. Je suis architecte, je suis un professionnel, je fais des bâtiments dans lesquels et des bâtiments sociaux dans lesquels les habitants n'ont pas besoin de chauffage l'hiver. Ça existe. Et il est quand même extrêmement important aujourd'hui que tout notre travail soit fait pour les plus démunis, pour qu'ils ne se retrouvent pas dans des situations difficiles, alors que bien sûr, il va falloir faire attention à toute notre histoire. Il faut qu'on se prépare à la fin du siècle, et on va faire des choses robustes, sans technologie qui tombe en rade. Du low-tech intelligent. Et moi, j'appelle ça le right tech. C'est-à-dire que, bien sûr, des techniques qui ne sont pas des techniques compliquées, puisque celle-là, je fais des logements à Bordeaux sans aucun système de ventilation, zéro. Hein. On peut en parler si vous voulez, mais en tout cas, pas de problème de technologie, on l'évacue et on le fait avec le minimum, mais le plus efficace. Et on sait faire ça depuis longtemps. Pourquoi on ne le fait pas? Parce que, notamment, il y a des lobbies comme ceux qui font du béton et qui sont très consommateurs d'eau. Aujourd'hui, on construit comment en France, majoritairement? Béton armé de ciment Portland, verre, PVC, aluminium, polystyrène, polyuréthane et étanchéité carbonée. Enfin, voilà. Donc tout ça, ça vient de la pétrochimie. La fabrication de l'aluminium comme du béton, c'est consommateur d'une énergie qui est souvent du fioul lourd. Donc c'est de la catastrophe. J'ai lancé une pétition pour la baisse de la TVA sur les matériaux biosourcés, géosourcés et de réemploi, parce que je m'inscris dans cette idée que ce sont les territoires qui doivent être les lieux où on peut trouver finalement la ressource. L'économie de la fonctionnalité, de la coopération, hein, ça marche exactement. Aussi dans ce domaine. Ce sont des emplois qu'on ne délocalise pas. Aujourd'hui, réhabiliter, c'est pas juste réhabiliter les bars et les tours, c'est réhabiliter le bâti ancien. Comment voulez-vous réhabiliter le bâti ancien avec de la laine de roche ou de la laine de verre? Ou comment vous allez régler le problème du point de rosée? Vous ne pouvez réhabiliter le bâti ancien qu'avec des matériaux biosourcés et géosourcés. Et pourquoi pas de réemploi? Donc en fait, revenir vers les territoires, revenir vers la richesse des territoires. Et leur diversité. Et leur diversité, bien entendu. C'est la solution pour nous et il n'y en a pas d'autre. Et on arrête de courir après le fait de pouvoir produire toujours et encore plus. Il y en a certainement qui ont lu Ivan Illich, les années 70. Il a très clairement expliqué que ce n'est pas la quantité d'énergie qui rend heureux. La qualité avant la quantité. Merci Philippe Madec. On arrive presque au terme de cette table ronde. J'aimerais qu'on vous entende, Agnès Pannier-Runacher, puis on conclura avec Xavier Bertrand et Huguette Bello.
on l'a entendu au cœur de ces 2 jours du Congrès des régions de France, la question de la planification écologique, du rôle des territoires dans cette nécessaire appropriation finalement d'une nouvelle vulgate, d'un nouveau logiciel d'action. C'est vraiment partagé. Pour aller plus loin, quelles sont les étapes qui s'annoncent? Quels sont les accompagnements? Parce que ça aussi, c'est une question qui est souvent posée. Les territoires, les collectivités se sentent un peu démunis, n'ont pas forcément les moyens financiers, l'autonomie nécessaire pour. On entend ça, ils vous l'ont dit sans doute aussi. Qu'est-ce que vous leur répondez? C'est le moment peut-être de clarifier certaines choses. Alors, d'abord, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit. De mon point de vue, la sobriété est clairement le meilleur investissement qu'on puisse faire. C'est le meilleur investissement. Le retour sur investissement est inégalé. Pas mesurer la sobriété. Et précisément parce que c'est low-tech, donc on a peu de chances de se tromper et qu'en plus ça repose sur les comportements. Et ce sujet-là, il doit vraiment être embarqué, encore une fois, de manière structurelle. Et si on veut le faire, c'est au niveau des territoires. C'est-à-dire qu'on peut penser, c'est ce qu'on a fait, hein, le plan sobriété, c'est 300 fédérations, on a regardé secteur par secteur quelles étaient les bonnes pratiques et on les a partagées. C'est pas très compliqué en réalité. Ça a permis de faire ce premier gain de 12%. Bon, ce que nous dit aujourd'hui Pisani-Ferry et sa collègue, c'est qu'on peut aller chercher 30% sur la seule sobriété, avec relativement peu de technologie. On peut faire quelques investissements pour aider à piloter et comprendre quelle est la cinétique de l'utilisation de l'énergie, mais donc c'est vraiment le premier message, et je l'envoie en direction des régions. La deuxième chose, c'est ensuite, il ne s'agit pas de produire pour produire, il s'agit de remplacer 2/3 de notre mix énergétique. Aujourd'hui, on est tellement électrophile qu'on ne parle que de nucléaire et d'énergie renouvelable. Le sujet, c'est le gaz et le pétrole. Le gaz et le pétrole, c'est 2/3 de notre consommation d'énergie. Et ça ne se remplace pas facilement. Donc il faut repenser les transports et il faut repenser le chauffage. D'où ce besoin de développer des énergies renouvelables et qui ne soit pas que de l'électricité, mais qui soit aussi de la chaleur et du froid renouvelable. Ensuite, comment on va le faire ? Alors, comment on va le faire ? On a d'abord fait ce travail avec vous, qui est la planification, je dirais, nationale, où on se fixe un certain nombre d'objectifs et qui est un commun. C'est-à-dire, je vous renvoie aux 100 propositions qui ont été faites par vos collègues. Ces 100 propositions, elles convergent avec ce que nous dit RTE, elles convergent avec nous les travaux qu'on a pu porter dans le cadre de la planification écologique. Donc, je pense qu'on est dans un commun. Ensuite, chaque territoire va dire « je mets un peu plus de ceci, je mets un peu moins de cela ». Et c'est parfaitement légitime, pourvu qu'on soit tous solidaires. Parce qu'à la fin de la journée, si vous avez un territoire qui ne fait pas le travail de produire l'électricité qui va manquer, eh ben, le délestage, il est bien partagé et le blackout, il est encore mieux partagé. Donc, solidarité territoriale. Solidarité territoriale, c'est tout à fait important. Et on va se donner les moyens. On se les donne sur les volets de la rénovation thermique. Dans le droit fil du Conseil de planification écologique du Président de la République, nous avons annoncé ce matin avec Christophe Béchu des chiffres, mais que vous connaissiez, d'augmentation massive des budgets pour la rénovation thermique. Pas seulement les logements privés, mais nous allons nous attaquer au bâti public, celui de l'État. On va aider les collectivités locales. Les régions ont d'ailleurs pris aussi des mesures assez fortes sur la partie des lycées. Nous allons accompagner avec la Caisse des dépôts. Et nous allons accompagner aussi l'électrification du transport et un certain nombre de mobilités, tous, les RER métropolitains, etc. Il y a l'argent sur la table aujourd'hui pour ça, et ça doit être un partenariat. Et sur les énergies renouvelables, la chose à retenir, c'est qu'elles sont aujourd'hui rentables. Donc la question, c'est pas tellement est-ce qu'il y a un modèle économique, il existe. La question, c'est de bien s'organiser pour le faire. Ma partie maintenant en tant qu'État, c'est effectivement de mettre à disposition de l'ingénierie, de mettre à disposition des gens qui instruisent vite, de mettre à disposition de l'accompagnement des collectivités locales. Mais je pense que les régions peuvent le faire auprès des communes, auprès des intercos, qu'il y a une distribution du travail à faire entre nous. Et c'est ce qu'on veut faire dans l'année qui vient, que ce soit d'ailleurs dans le dialogue stratégique sur les deux façades pour les éoliennes marines, ou que ce soit sur la planification territoriale à l'intérieur des terres. Et dernier point, peut-être un mot de conclusion. Moi, je suis en charge du climat et de la transition énergétique. Mon compteur, c'est les émissions de gaz à effet de serre.
Et en fait, quand vous parlez à des Français du fait qu'on a réduit de 2,7% nos émissions de gaz à effet de serre en 2022, ça ne les fait pas vraiment frémir. Ils ont l'impression de contribuer, mais contribuer pour un grand temps. Ça reste très théorique. Lorsque vous parlez d'adaptation au changement climatique, lorsque vous parlez de biodiversité, vous avez des retombées locales et rapides. Lorsque vous luttez contre la pollution lumineuse, il suffit 2 ans pour voir un changement massif sur la biodiversité. Lorsque vous végétalisez une cour d'école, les gamins, ils le voient tout de suite, ou plutôt ils le sentent tout de suite. Et donc il y a un vrai enjeu à investir dans ces domaines-là où on lie l'utile à l'agréable. L'utile, réduire nos émissions de gaz à effet de serre, à l'agréable. Il faut avoir une notion de désirabilité dans les politiques que nous menons. Ça ne doit pas être juste la potion amère. Et cette désirabilité, elle passe, me semble-t-il, par tout le travail qu'on peut faire d'accompagnement pour améliorer le confort des gens, pour améliorer la santé des gens et pour améliorer, au fond, le vivre ensemble. Et je pense que là, il y a un fil à tirer qu'on ne tire pas assez et qui passe sur les solutions reposant sur la nature et la biodiversité. Plus, je dois le dire en tant que ministre qui est en charge du reste du portefeuille, que sur la lutte contre le dérèglement climatique, qui est un combat qui est peut-être plus global, plus planétaire, mais plus abstrait. Merci beaucoup Agnès Pannier-Runacher. On va faire réagir en guise de conclusion rapidement Xavier Bertrand et Huguette Bello. Xavier Bertrand, la part justement des régions, et je pense à une région industrielle comme la vôtre, on a entendu tout à l'heure Patrick Martin, le président du MEDEF, dire que la croissance responsable, c'était aussi la croissance réorientée vers de nouvelles actions. Ça se passe aussi chez vous, dans les Hauts-de-France, les gigafactories, beaucoup d'initiatives vont dans ce sens-là. Je ne veux pas être très consensuel, mais je crois plus à ce concept qu'à celui de sobriété. Parce que je pense que l'enjeu, d'ailleurs, c'est ce que j'ai compris dans l'écologie à la française, c'est que c'est ce mariage entre l'écologie et l'économie. Et on sait marier les deux. On le sait. Sauf que pour moi, l'écologie à la française, c'est aussi une écologie de bon sens. Je suis un peu frustré, parce que vous avez parlé du ZAN tout à l'heure, on n'en a pas du tout parlé. Parce que le ZAN, c'est l'exemple type des injonctions contradictoires. Le président de la République a lancé, vous étiez Madame la ministre de l'Industrie, Choose France. Alors, j'accompagne ce mouvement, d'ailleurs, pour les industries de batterie, c'est Choose Hauts-de-France. La vérité, c'est que c'est chez nous que ça se fait. Mais regardez, on a une industrie verte, mais cette industrie verte dont on a absolument besoin pour notre indépendance, elle est décomptée du zéro artificialisation nette. Où est la cohérence ? Où est la cohérence ? Vous faites du vélo-route, des pistes cyclables, c'est de l'artificialisation, alors que pourtant c'est des mobilités douces. Et si je vous dis cela, c'est parce que le vrai sujet que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on a le sentiment que le bon sens n'est pas partagé partout. Madame la ministre est une responsable politique. Elle rencontre des électeurs, donc je ne lui dénie pas le fait d'avoir du bon sens. Mais le problème, c'est qu'autour, ceux qui conseillent, ceux qui proposent, ceux qui parfois imposent, eux, n'ont pas cette légitimité et n'ont pas le bon sens. Dans beaucoup de domaines, regardez ce qui va se passer avec le zéro artificialisation nette. Il y a des maires qui vont se retrouver d'une certaine façon privés du droit de délivrer les permis de construire. C'est comme ça que ça finira. Et là, aujourd'hui, les sénateurs ont remis davantage de bon sens. Je le dis, dans le texte qui a été voté. Moi, ce que je vous demande, c'est de passer le message aussi à votre collègue Christophe Béchu, qui va aussi avoir à rédiger beaucoup de ces décrets. Il faut remettre un maximum de bon sens dans ces décrets, c'est absolument indispensable. Comme nous allons aussi avoir besoin de revoir certaines règles d'urbanisme, on ne pourra pas construire des bâtiments industriels ou logistiques comme avant, alors il faut permettre de pouvoir les construire en hauteur, ce qui est permis en Belgique et ce qui n'est pas possible en France. De la même façon, nous savons pertinemment que nous allons avoir besoin de faire aussi du sur-mesure. Regardez, le 1 hectare par commune, c'est pas la même chose pour des régions où il y a eu beaucoup d'industrialisation et d'autres où il n'y en a pas eu beaucoup. Et donc, moi, je plaide depuis des années pour une forme de république des territoires, expression qu'a repris aussi la présidente Delga. Ça veut dire quoi ? C'est pas sans l'État. L'État doit s'occuper du régalien, de la préparation de l'avenir, des grandes orientations, des priorités. Mais pour le reste, ça ne peut se vivre que dans les territoires, et pas sans l'État, Madame la Ministre. Je fais plus confiance à un préfet qu'à un responsable d'administration centrale loin du terrain et déconnecté du terrain. L'État, non mais la France sans l'État dans les territoires, ça serait le bazar. Mais la seule chose, c'est qu'il n'y a que cette République des territoires qui nous permettra de marier le bon sens et le pragmatisme dont on a besoin pour développer le pays. Merci Xavier Bertrand. Le dernier mot, rapidement, avec vous, Huguette Bello. Oui. Pour conclure cette table ronde, on n'aura pas parlé de tout, mais on aura parlé de choses importantes. Rapidement, monsieur. Madame, vous avez parlé de l'eau, mais il y a une ressource aussi qui est en danger, c'est évidemment le sable. Et donc, on n'en a pas parlé du tout. Et pour dire que l'outre-mer, c'est 80%
de la biodiversité française et que c'est menacé. On fait partie des 34 hotspots de la biodiversité avec Madagascar. Et vous avez vu le classement de la Réunion, d'abord Piton-Siak qui en parle, le classement de la montagne Pelée, le classement des lagons en Calédonie. Et donc, nous avons le devoir de protéger notre biodiversité. Il nous faut faire confiance à la recherche. Nous avons la France et le territoire où il y a 97% de 11 millions de kilomètres carrés. 97% du territoire maritime français, ce sont les Outre-mer. Et on connaît plus la planète Mars que les fonds marins. Et ce sont des ressources. La France aurait tort de négliger les Outre-mer parce que c'est l'avenir. L'avenir de la Terre, c'est la mer. Eh bien, merveilleuse transition pour la séquence suivante. Merci beaucoup, Carole Delga. Merci, Madame la Ministre, Xavier Bertrand, Emma Aziza et Philippe Madec. Je vous propose...